Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir, directement de Mont-Saint-Hilaire. La belle neige blanche. C'est bientôt la saison des sucres ici au Québec. Voici le Vidéorandia du samedi 13 février 2021, numéro 7. Et non loin du Mont-Saint-Hilaire sont installés au sol deux objets ressemblant à des ovnis. Conception, animation et montage Richard Glenn, notre invité, Daniel Harand, docteur ès-sciences en physique. Sur le thème « Pourquoi cette tromperie ?» Il y a aussi la version pour le club créé, en privé, disponible à partir du mercredi qui suit la diffusion de ce Vidéorandia du samedi soir. Ne manquez pas d'aller voir et lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible au premier commentaire en bas. À la supervision technique et manuelle, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale, conception du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission! Vous attendiez depuis longtemps une émission consacrée aux phénomènes extraterrestres dans l'actualité et aussi dans l'histoire de l'ufologie. Eh bien, j'ai un invité qui, pour la première fois, va rejoindre notre public du Québec. C'est sa première présence ici par Internet ou par la télévision avec le public québécois. Et évidemment, il parle parfaitement français puisqu'il est de France. Il se nomme Daniel Harand. Bonjour, bonsoir, on ne sait plus quelle heure on est. Monsieur Harand. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Et d'ailleurs, vous êtes dans le sud de la France, avec 6 heures de décalage avec nous. Alors pour nous, on est dans la journée, vous êtes déjà le soir. Et maintenant, Daniel Harand, vous vous intéressez à l'ufologie depuis fort longtemps, puisque vous avez déjà commis 7 ou 8 livres. 8, oui. Et il y en a un autre qui est en gestation, là. Oui. Ah. Eh bien, on pourrait penser que vous êtes, comme la plupart des ufologues, quelqu'un qui s'intéresse au paranormal et finalement, il en fait une carrière. Alors que votre véritable fonction, c'était dans le domaine de la science, mais de la vraie science dure. Là. Vous avez un doctorat en sciences et conférencier. Comment est-ce que vous appelez ça en France, là, les maître de conférence. Qu'est-ce que ça signifie être maître de conférence? Oui, c'est un grade, si vous voulez, dans l'université. Il y a le grade de maître de conférence et le grade de professeur. Voilà, c'est l'appellation habituelle ici en France. Donc, est-ce que ça veut dire que vous pouvez vous exprimer en public et que vous avez une autorité par le fait que vous êtes déjà docteur en sciences? Ça vous permet d'avoir une certaine autorité, définitivement en partant. Là. Voilà, ça me donne, si vous voulez, ce qu'on appelle ici une carte de visite, étant donné que je suis reconnu en tant que scientifique, maître de conférence, c'est-à-dire chercheur, enseignant à l'université. J'étais à l'université de Pau, ici, dans le sud de la France. Donc, c'est une carte de visite qui me permet d'être reconnu dans le public. Mais vous avez compris que actuellement, je m'exprime sur des sujets qui sont tout à fait différents des sujets sur lesquels j'ai pu travailler quand j'étais à l'université. L'ufologie n'est pas encore un domaine reconnu officiellement à l'université, ni en France ni ailleurs. Avec vos beaux cheveux blancs, vous me faites penser beaucoup à Jacques Vallée. Et lui aussi était de formation scientifique au départ, même s'il s'est intéressé toute sa vie durant à l'ufologie, il a quand même gardé le respect de ses pairs. Oui. Est-ce que vous, les gens autour de vous, ils savaient que vous étiez intéressé à l'ufologie? Car votre nom, c'est votre vrai nom, là. Hein? Daniel Harand, c'est pas un nom de plume, là. Oui. Non, par contre, ce sont deux domaines qui est difficile de pratiquer en même temps. La science conventionnelle et puis l'ufologie. Ouais. Autrement dit, je dirais sur ce chapitre-là que donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet
juste 2 ans avant que je prenne ma retraite professionnelle. Et c'est vrai que pendant ces 2 années, j'ai pris soin, par prudence, de ne pas parler de mon intérêt pour l'ufologie. Et j'ai commencé à en parler juste après que j'ai pris ma retraite, simplement. Et pour compléter un peu ma réponse, je dirais que je ne me suis pas intéressé à l'ufologie, c'est-à-dire aux ovnis, aux soucoupes volantes d'entrée. J'étais davantage intéressé par les phénomènes mystérieux de façon générale, et j'ai consacré les premières années de mes recherches au phénomène des crop circles. Donc c'était ça fait depuis 2006 précisément, donc ça fait 15 ans maintenant, que j'ai commencé à m'intéresser de façon approfondie. Je suis allé sur le terrain, évidemment. Je suis allé en Angleterre un certain nombre de fois pour observer ces phénomènes sur le terrain, dans les champs. Et donc j'ai été amené à fouiller, à étudier, rassembler des connaissances. Et c'est ça un peu qui me distingue. Je me suis efforcé toujours de rassembler des connaissances qui viennent de sources diverses, des sources anciennes, des sources traditionnelles, qui peuvent être actuelles, des sources religieuses, et puis des sources ésotériques, ou certains diraient spirituelles. Et je me suis attaché justement à présenter une interprétation qui associe, qui associe toutes ces sources de connaissances. Et je me permets de dire que ça m'a amené à proposer une interprétation qui n'était pas complètement nouvelle, puisque je m'appuie sur des sources anciennes, comme je l'ai dit, mais une interprétation qui se distingue des interprétations conventionnelles, habituelles sur le sujet des crop circles. Puisque, pour être plus précis maintenant, j'ai été amené à rappeler, quand je dis rappeler, ça veut dire que ce sont des connaissances qui ont été oubliées par l'humanité aujourd'hui. Je parle de façon générale, oubliées par la plupart des gens. Et je veux dire des connaissances sur le monde invisible, sur les êtres qu'on appelle les êtres de la nature, qu'on appelle les esprits de la nature. Voilà. Ma spécificité, un petit peu, c'est d'avoir mis l'accent et d'avoir expliqué que ce ne sont pas des extraterrestres qui sont les responsables de la grande majorité des crop circles. J'étais amené à montrer aussi qu'il y avait 2 catégories, et la plus grande majorité sont réalisées par ce qu'on appelle les esprits de la nature. Oui. Mais quand je dis ça, j'argumente évidemment. Ma démarche est toujours une démarche qui se veut rationnelle, puisque je suis toujours d'esprit scientifique. Et voilà, je me suis efforcé donc de ramener au niveau du jour, si on peut dire, ces connaissances-là qui avaient été trop oubliées par la plupart des gens. Voilà, pendant plusieurs années, donc, je me suis consacré à ce phénomène des crop circles. Donc, j'ai consacré un site internet, j'ai créé un site internet, mais j'en profite peut-être pour donner son site, le nom. Mais, Écoute la Terre, que j'ai voulu donner à mon site internet. Écoute la Terre. Écoute la Terre. C'est bon parce que en ufologie, on est là à écouter les extraterrestres. SETI, le projet SETI, à l'écoute du phénomène extraterrestre. Mais vous dites, attention, on va retourner vers la Terre, puis on va commencer par... Alors, c'est ça. C'est votre site, ça. Voilà. Nous qui sommes les habitants de la Terre, on a trop oublié nos anciens écoutaient mieux la Terre que nous. Nous, on a trop oublié justement d'écouter la Terre. Et j'ai donné à mon site le nom écoutelaterre.fr. Et donc, quand j'ai écrit 4 livres sur le sujet, 4 livres sur le sujet des crop circles, j'ai considéré que j'avais, d'une certaine façon, fait un peu le tour de ce que je pouvais apporter à ce sujet. Et c'est là que je me suis ouvert vraiment au domaine de l'ufologie, c'est-à-dire aux ovnis, avec toutes ces facettes différentes qui sont quelquefois très très complexes, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, donc, j'ai écrit 4 livres sur le sujet. Et le livre que vous avez derrière vous, sur l'écran, c'est le dernier livre que j'ai écrit, La plus grande tromperie
de l'histoire humaine, avec un point d'interrogation, et le sous-titre qui est explicite aussi pour les ufologues en particulier, enquête inédite sur les enlèvements par des extraterrestres. Voilà, je peux montrer ce livre en gros peut-être pour les auditeurs ici, oui. Ça, c'est le dernier livre. Daniel, le point d'interrogation, là, c'est pas vous qui l'avez placé. C'est votre éditeur qui a exigé qu'il y ait un point d'interrogation pour que ça devienne plus potable, plus acceptable dans la société, qu'on ne pense pas que vous êtes un fanatique qui dit « Attention, il y a la plus grande tromperie de l'histoire humaine, le phénomène extraterrestre, j'affirme. » C'est même pas un point d'exclamation, c'est un point d'interrogation, comme si encore on marche sur des œufs, puis on n'est pas sûr de rien. Mais moi, là, je rencontre Daniel Aran aujourd'hui, et j'ai pas l'impression que lui aurait voulu avoir le point d'interrogation. C'est vrai, ça, ce que je viens de dire, oui. C'est votre éditeur? C'est une très bonne question, effectivement. Bon, je dirais quand même que c'est moi qui ai mis le point d'interrogation, mais je dirais que j'ai pris les devants de l'éditeur, et surtout, c'est par respect pour les lecteurs qui ne sont pas tous conscients des enjeux qui se trouvent derrière ce phénomène, ouais, derrière ce que j'ai mis dans mon livre. C'est par respect pour eux que j'ai mis le point d'exclamation, mais c'est vrai, je me permets de dire, puisque vous avez posé la question, quand on lit le livre jusqu'au bout, on s'aperçoit que le point d'exclamation, on comprend qu'il a été mis pour les raisons que j'ai expliquées, mais c'est davantage une affirmation argumentée et très largement argumentée et démontrée que je propose dans mon livre. Oui. Oui, en effet. Mais là-dessus, j'aimerais faire une parenthèse pour rendre hommage à un grand ufologue français que vous connaissez sans aucun doute, M. Jimmy Guieux. Oui, bien sûr. Bon, alors je l'ai reçu maintes et maintes fois ici sur mon émission, dans les années 80, 90, à son décès en l'an 2000, on a tous été surpris et choqués, on a eu un choc. Là, on voit une image un peu caricaturale de Jimmy Guieux, parce qu'en effet, Jimmy Guieux, il se servait beaucoup de romans, de fiction, pour faire passer des vérités. C'est un peu comme votre point d'interrogation sur votre titre de livre, là. Et on l'a malheureusement pas toujours bien compris en disant « Ah, c'est un fabulateur, il tourne autour du sujet, il se sert d'informations vraies pour ajouter de la fiction. » Regardez, ce titre-là, il n'y a pas de point d'interrogation ni d'exclamation, c'est vraiment « Le monde étrange des contactés ». Il est venu au Québec, il a rencontré des contactés que je lui ai fait rencontrer et d'autres en Europe, d'autres à travers ses voyages à travers le monde. Il était certain, le phénomène extraterrestre, c'est une réalité. Et il a son premier livre, tiens, Geneviève va nous le montrer, Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Au début des années 50, c'est vraiment un des précurseurs en ufologie moderne, là. Jimmy Guieux. Oui, oui. C'est un précurseur, oui. Oui. Allez-y. Oui, oui. Non, mais je veux dire que les précurseurs, par définition, si on peut dire, ont du mal à faire passer leur message dans le public qui n'est pas suffisamment averti, mais son travail a fait son chemin et je peux me permettre, je crois, de dire que je suis dans la lignée de tout le travail qu'il a défriché, mais qu'il a consacré sa vie à défricher il y a quelques décennies maintenant, oui. Ouais. Et aujourd'hui, on a d'autres sources de connaissances qui nous permettent d'aller plus loin encore. Et le dernier, un de ces derniers livres, c'était celui-là, EB, Entité biologique extraterrestre, EBE. Puis en anglais, ça se dit bien, c'est Extraterrestrial Biological Entity. Bon, mais c'est alerte rouge. Alors là, il est venu sur mes émissions, puis c'était un peu effarant ce qu'il nous disait dans les derniers temps de sa vie. Il nous disait, si vous êtes à rencontrer des êtres extraterrestres qui sortent d'une soucoupe volante, vous êtes mieux d'avoir une carabine avec vous. Puis là, vous arrivez avec un livre qui nous dit, attention, la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Mais tromperie, ça ne veut pas nécessairement dire menace. Mais déjà d'être trompé par le phénomène extraterrestre, ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation derrière ça qui peut jouer contre nous.
Oui, 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 merci de me donner l'occasion. Ah oui, Je suis amené à dire que le livre actuel dont on vient de parler, La plus grande tromperie de l'histoire humaine, c'est vraiment une suite logique de mon livre précédent que j'avais appelé OVNI enlèvement extraterrestre. Et là, pour faire suite à ce que vous venez de rappeler sur le travail de Jimmy Guilleux, j'étais amené à montrer dans mon livre OVNI enlèvement extraterrestre que, selon moi, et j'argumente évidemment, selon moi, il faut distinguer deux catégories d'OVNI, ou on pourrait dire même deux catégories d'extraterrestres. Et pour dire simple, je dirais que la première catégorie qui vient immédiatement à l'esprit, ce sont les extraterrestres au sens noble du mot, qui viennent réellement de systèmes stellaires très lointains, mais ce sont des êtres qui sont... Alors, je fais une parenthèse, tout le travail que j'ai fait, il s'appuie sur un livre de Hardy Sexkiller, c'est-à-dire un livre qui a été écrit par une Amérindienne des États-Unis, et qui est amérindienne elle-même, mais universitaire en même temps. Et voilà, c'est ce livre-là, c'est ça, oui. Et qui a eu, parce qu'elle est amérindienne, a eu la possibilité de faire des enquêtes et de rassembler des témoignages dans les peuples amérindiens. Et on s'est aperçu que mais il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de témoignages dans ces peuples amérindiens, de rencontres avec ce qu'ils appellent, eux, le peuple des étoiles, et ce que nous appelons, nous, les extraterrestres. Ouais. Et c'est sur la base de l'étude de ce livre-là, justement, de ces témoignages, qu'avec un œil ou une analyse de scientifique, je dirais, puisque je me situe toujours en cette démarche, mais j'étais amené à proposer de distinguer, je disais, deux catégories. Les vrais extraterrestres qui viennent d'ailleurs, qui sont toujours neutres, bienveillants, discrets, qui évitent toujours les contacts avec les êtres humains, mais dans certaines circonstances exceptionnelles et diverses, ils ont été amenés à être au contact des êtres humains, et c'est comme ça qu'on a quelques témoignages, et c'est très bien pour nous. Mais je répète, ils sont toujours discrets, neutres et bienveillants. Et l'autre catégorie de soi-disant extraterrestres, c'est ceux qui ne sont ni discrets, ni neutres, ni bienveillants, parce qu'ils interviennent réellement dans les affaires des êtres humains, dans l'humanité, et ce sont ceux qui sont les responsables des phénomènes d'abduction, ou bien, moi j'utilise plus facilement le terme français, le terme d'enlèvement d'êtres humains dans des ovnis. Mais quand on parle d'abduction, on se comprend mieux peut-être, quoi, oui. Et voilà, dans le livre précédent, je répète, j'étais amené à faire la distinction entre ces deux. Et le livre actuel dont vous avez, voilà, le livre actuel qui est celui-là, c'est ça, oui. Là, j'ai répondu à la question que je n'avais pas pu étudier dans le livre précédent. Donc, qui sont réellement ces soi-disant extraterrestres, qui sont réellement les ravisseurs des êtres humains, qui sont réellement les responsables d'abduction. Et c'est là que, bon, c'était le sous-titre du livre, donc, Enquête inédite sur les enlèvements par les extraterrestres. Et quand j'ai commencé à faire cette analyse, ce travail-là, j'ai été amené à développer justement une compréhension que je n'imaginais pas au départ. Autrement dit, à partir de cette compréhension sur les ravisseurs, j'étais amené à donner une interprétation, ou une explication plutôt, sur qui ils sont. Et d'après moi, je dis qu'ils ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas des extraterrestres au sens habituel du mot. J'ai été amené, donc si je peux me permettre, et puis je vais me permettre, quand je prends cette précaution de langage, ça veut dire que je suis un peu gêné, je vais dire des choses que je n'ai pas le temps d'argumenter dans le cadre limité d'une interview, comme on fait maintenant. Puisque je vous laisse aller, Daniel Harland, je vous laisse aller parce que je sens que vous approchez de quelque chose dont on parle ici, mais très, très fréquemment depuis 45 ans. Alors, allez-y, le public que j'ai ici, qui est un public actuellement de 10 000 abonnés, est vraiment informé
instruit et intéressé, justement, qu'on arrête de camoufler des choses, qu'on fasse attention de ne pas dire des choses parce que des gens ne sont pas prêts. Vous êtes libre ici, puis vous pouvez être sûr que vous avez un public qui attend d'entendre vos propos. Puis moi, j'ai hâte de savoir de quoi vous allez nous parler, là, parce que là, vous nous dites que, oui, il y a des bons extraterrestres bienveillants, comme ils disent, benevolent en anglais, dont les contacts sont faits fréquemment avec, je dirais, des peuples qui ne sont pas trop industrialisés et organisés en société prédatrice de la nature, des animaux et tout. Ils ont le respect de la nature et ceux-là, ben, curieusement, ils rencontrent des êtres bienveillants. Alors que les autres, qui sont des prédateurs, qui sont des guerriers, qui envahissent, qui dominent sur tout, et qui dénaturent la nature, ben ceux-là, ils ont affaire à des extraterrestres malveillants. Malevolent. Je dirais plutôt que ceux-là, dont vous venez de parler à l'instant, ils se présentent comme des extraterrestres, mais j'explique dans mon livre qu'ils ne sont pas des extraterrestres au sens habituel. Ça veut dire que j'explique qu'ils sont des êtres qui sont liés à la Terre, mais si je veux être plus précis, et c'est là que je suis amené à dire beaucoup de choses sans avoir le temps d'argumenter, mais mon livre fait 400 pages, le livre précédent fait 400 pages aussi, autrement dit, tout le développement est dans ces livres-là. Alors, je vais me risquer, puisque j'ai affaire à des auditeurs qui connaissent suffisamment le sujet, j'espère, je vais me risquer à dire que le résultat de mon étude, de mon analyse, c'est que les responsables d'abduction, les ravisseurs d'êtres humains dans les ovnis, sont des êtres qui habitent la Lune. C'est-à-dire que j'ai été amené à revisiter l'époque de l'exploration lunaire. J'ai été amené à montrer tout ce qui était flou, tout ce qui était caché, que j'ai essayé de mettre en lumière, parce qu'il y a des gens qui ont témoigné de choses qui ont été passées sous silence après, mais on a quelques informations comme ceci. Autrement dit, je suis amené à montrer que les astronautes, quand ils ont mis le pied sur la Lune la première fois en 1969 avec Apollo 11, et il y a eu 6 autres missions Apollo qui ont atterri sur la Lune, bien ils se sont rendus compte, et ils l'avaient déjà compris avant, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les premiers sur la Lune. Et il y a par exemple, je fais une petite parenthèse, mais c'est tout à fait le même sujet, évidemment. Je suis amené, en tant qu'association, dans l'association Écoute la Terre, je disais, à commercialiser un livre qui s'appelle « Il n'était pas seul sur la Lune ». C'est un livre qui a été écrit en 1977 aux États-Unis, qui a été par Georges Léonard, qui a été traduit en français en 1978. Et pendant 40 ans, il a été interdit à la vente. Il a été censuré, ça veut dire. Et ce n'est que 40 ans après, il y a à peu près 4 ans maintenant, 4 ans, 5 ans, que pour le public français, en tout cas pour les lecteurs francophones, je connais quelqu'un qui est responsable d'une association en France qui a pris sur lui d'éditer de nouveau ce livre. Il n'était pas seul sur la Lune, mais c'était un responsable d'association, autrement dit le livre n'est pas disponible dans le public, dans les librairies, et j'ai pris sur moi donc de le proposer. Donc il est disponible sur il est présenté dans mon site internet, par exemple, Écoute la France, Écoute la Terre. Voilà, pour dire que j'étais amené à décrypter un petit peu la façon dont les missions Apollo se sont passées dans les années 60-70. Et pour montrer que les hommes se sont rendus compte que la Lune était déjà occupée, la Lune était déjà habitée, et en m'appuyant sur des connaissances ésotériques, et là elles ont une place très très importante. Alors quand je dis connaissances ésotériques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas connues, autrement dit ça va étonner les gens qui ne les connaissent pas, mais ces connaissances-là sont toujours accessibles. Mais il faut faire un travail de recherche pour aller chercher,
les livres ou les documents sur Internet, etc. Et en m'appuyant sur ces connaissances ésotériques, mais j'ai compris, puis j'ai proposé l'interprétation que ces êtres qui habitent la Lune maintenant, bien, ils ont une origine commune avec les êtres humains que nous sommes. Ça nous amène très loin. Ça veut dire que ce sont des êtres humanoïdes, mais qui n'ont pas évolué comme nous avec le temps, parce que l'origine commune, bien, elle nous remonte dans le très très lointain passé, elle nous fait nous remonter à l'époque lémurienne. Autrement dit, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, ils savent que notre civilisation a été précédée par la civilisation de l'Atlantide, et avant la civilisation de l'Atlantide, il y a eu encore une autre civilisation, donc qui nous ramène à des dizaines ou des centaines de milliers d'années, on ne peut pas compter exactement, la civilisation de la Lémurie. Et ces connaissances ésotériques nous expliquent que bien, les précurseurs d'êtres humains à l'époque ont été amenés à se partager en deux, ceux qui étaient prêts à évoluer pour recevoir leur composante spirituelle, qu'on appelle l'esprit, bien c'est nous, les êtres humains de la Terre maintenant, qui sont des êtres humains qui sont des esprits qui sont incarnés dans un corps d'être humain. On n'est pas qu'un corps matériel, on est un être spirituel avant tout. Eh bien, et ces autres précurseurs d'êtres humains qui n'étaient pas prêts à suivre cette évolution, mais ils ont été déportés, si on peut dire, ou séparés de nous et envoyés sur la Lune. Ça, c'est les connaissances ésotériques qui expliquent ça. Autrement dit, ces êtres-là sur la Lune, ils ont évolué différemment. Et le résultat, maintenant que l'on voit, c'est qu'ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas la composante spirituelle, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour, le respect, la bienveillance, la bonté, etc. Ils ne connaissent pas ces qualités par nature. Ils peuvent les représenter par manipulation, mais elle n'est pas inscrite en eux. Alors que par contre, ils ont beaucoup développé leur capacité mentale, ils ont un mental beaucoup plus développé, ils ont la capacité de maîtriser la matière plus que ce que nous avons appris à faire. Ils ont surtout la capacité de nous manipuler notre cerveau, notre pensée. Et c'est ça qui permet d'expliquer bien la façon dont les phénomènes d'abduction se passent, la façon dont les enlèvements d'êtres humains dans les ovnis se passent. Voilà, ça c'est un résumé très très rapide, trop rapide, parce qu'encore une fois, j'ai dit des choses, mais que je n'ai pas pu expliquer par manque de temps. Mais voilà, dans votre livre, là, il y a des explications. D'ailleurs, on voit le 4e de couverture, là, dernièrement. On voit, c'est la Lune que vous montrez. Oui. Et oui. Dans mon studio, Geneviève peut le montrer, j'ai placé la Lune dans le décor. Évidemment, c'était incontournable. Et on sait très bien, depuis les débuts d'ésotérisme expérimental, que j'explique aux gens que les astronautes, lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune en 1969, fin juillet, It's a small step for a man, a giant leap for mankind. En fait, en réalité, depuis cette époque-là, même avec Bernard de Montréal, on a toujours expliqué directement et des fois, on profitait de l'occasion pour passer le message, mais on n'est pas bienvenu sur la Lune. Et c'est la raison pour laquelle tout s'est arrêté brutalement, alors qu'ils avaient été déjà placés 12 hommes à tour de rôle 2 par 2 sur la Lune, mais qu'à un moment donné, c'était fini. Vous ne remettrez pas les pieds ici. Et il n'y avait pas d'explication. C'était l'endroit idéal quand même pour placer des endroits où on pouvait observer la Terre de loin, faire des bases de communication au lieu de toujours mettre des satellites autour de la Terre. Et il y aurait eu plein de choses. Mais expliquez-moi, parce qu'il faut aller plus loin dans le dossier, là. Et puis avec vous, là, vous êtes un homme de science, de formation scientifique. Vous avez donc un cerveau qui est adapté à la démarche scientifique. Alors, je vais y aller méthodiquement. Sur la Lune, il n'y a pas d'air.
On dit qu'il n'y a pas d'atmosphère, on ne peut pas vivre sur la Lune en respirant de l'air. On l'a vu quand les astronautes sont allés sur la Lune, je ne pense pas qu'on a découvert qu'il y avait de l'air. Il y a l'histoire du drapeau qui aurait bougé. Ben oui, mais c'est parce que le drapeau était tenu par un petit bâtonnet. Puis si tu déplaces le petit bâtonnet ou si tu donnes un coup sur l'endroit où le poteau est planté, ça fait vibrer le poteau, ça fait vibrer le petit bâtonnet qui tient le drapeau, et le drapeau bouge, pas parce qu'il y a du vent, là. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, mais est-ce que ces êtres-là vivent en surface de la Lune ou à l'intérieur de la Lune? Et là, il pourrait y avoir une atmosphère à l'intérieur, comme une maison, là, tu mets ton atmosphère. Oui, c'est des vraies questions intéressantes, évidemment. D'après ce que certains disent, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'air. Mais il n'y a pas la même atmosphère que chez nous, il n'y a pas la même densité d'atmosphère. Certains disent qu'il y a quand même une certaine atmosphère ténue. Certains disent même qu'il serait possible de vivre comme ça directement sur la Lune, comme si on était à l'Everest, par exemple. Ah oui, en haut du mont Everest. Oui, 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 oui. L'air est très raréfié. Donc, on a besoin de bonbonnes, parce que ceux qui montent jusqu'en haut du mont Everest, ils s'accompagnent de bonbonnes pour se... Oui. Oui. Et autre chose, c'est que, bon, vous l'avez exprimé, vous l'avez compris, tout semble montrer que là, il y a un habitat, mais souterrain. Et il y a beaucoup de constructions qui sont visibles en surface, mais beaucoup de dômes aussi, qui montrent que l'essentiel, la plus grande partie de l'habitat est apparemment souterrain, donc sous la surface de la Lune. Et c'est-à-dire qu'ils ont, je disais, les habitants de la Lune ont acquis une maîtrise de la matière qui est plus avancée que la nôtre. Et j'ai de fortes tendances à penser qu'ils ont la capacité de reconstituer une atmosphère plus proche de celle que nous connaissons ici. Et puis, une autre chose aussi, on dit qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, alors que l'eau, c'est un élément essentiel. Oui, voilà, mais ils en ont découvert, là. Ils en ont découvert sur le pôle, sur les pôles de la Lune, ils ont découvert de l'eau gelée. Oui, voilà, de l'eau gelée, comme vous dites. Il y a de l'eau, effectivement, mais en quantité peut-être limitée. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a un certain nombre de témoignages aussi. Dans le livre Georges Léonard, dont je parlais tout à l'heure, il y en a un, par exemple, aussi. Un certain nombre de témoignages de gens qui vivent c'est-à-dire d'êtres humains comme nous, qui vivent dans des régions très reculées, et au Canada en particulier, ou bien aux États-Unis aussi, qui rapportent qu'ils ont vu des vaisseaux, des ovnis, des vaisseaux, avec des êtres qui descendaient sur les lacs et qui pompaient de l'eau dans les lacs pour amener cette eau dans les ovnis. Et voilà, les témoignages, un certain nombre de témoignages qui racontent ceci, et on ne sait pas directement ce qui fonde cette eau, mais on peut se poser la question, on peut poser l'hypothèse que ce seraient des êtres lunaires, justement, qui vivent dans des lieux où ils n'ont pas beaucoup d'eau et viennent prélever l'eau sur Terre, mais dont ils ont besoin pour vivre, soit sur la Lune, ou soit, autre hypothèse aussi, ou soit dans les vaisseaux qu'ils habitent aussi. Oui. Voilà, tout ça c'est pour dire que, selon moi, la Lune est habitée, effectivement, et la Lune est habitée par des êtres qui ont une même origine que nous, mais qui ont évolué différemment que nous. Et maintenant, pour aller un peu plus loin dans la présentation de mon travail, mais je vais m'appuyer je vais rappeler que je me suis appuyé sur le travail de David Jacobs. David Jacobs, c'est un ufologue américain qui a consacré toute sa vie. Bon, c'est un universitaire, lui aussi, en histoire, prof d'université aux États-Unis, et qui a consacré toute sa vie jusqu'à maintenant pour étudier le phénomène d'abduction aussi. Et il a fait un travail vraiment formidable qui est malheureusement unique encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas eu peur d'aller au bout de son travail, et il a rassemblé un grand nombre de témoignages. Enfin, il a reçu un gros millier, plus de 1000 patients, victimes d'abduction, qui sont venus le rencontrer, apporter leurs témoignages. Et à partir de ces témoignages,
mais il a pu comprendre que les responsables des enlèvements, d'abduction, il les appelle les reptaliens ou les insectaliens, donc c'est ce qu'on appelle les reptiliens de façon générale plutôt. Oui. Et il a pu comprendre, grâce au témoignage, encore une fois, que ces reptiliens plutôt, ils se sont engagés, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de très longue date, dans ce phénomène d'enlèvement à des fins de manipulation génétique, par des manipulations sexuelles avec des hommes ou avec des femmes qui sont enlevés. Ils font des manipulations génétiques pour donner lieu à des hybrides, qui étaient les hybrides entre les reptiliens et les êtres humains. Et comme ce phénomène existe depuis longtemps, dans mon livre précédent, justement, OVNI, enlèvement extraterrestre, je rapporte un grand nombre de témoignages dans le monde chrétien en particulier. Voilà, c'est sûr. Dans le monde chrétien, dans le monde catholique, ici en France, il y a un grand nombre de témoignages écrits d'évêques ou même de papes qui montraient qu'ils étaient très préoccupés par ce qu'ils appelaient à l'époque le phénomène des incubes et des succubes. Autrement dit, des êtres humains, enfin plutôt des êtres non humains qui s'accouplaient avec des femmes, ou d'un côté, et des êtres non humains qui s'accouplaient avec des hommes. C'était une réalité très présente. Les incubes et les succubes. C'est ça, oui. Oui. Ce sont des mots qu'on ne connaît plus maintenant à notre époque, mais qui étaient à cette époque au Moyen-Âge français, en Europe. Voilà, c'était un phénomène qui était très préoccupant. Je veux dire par là que ce phénomène d'hybridation avec des êtres humains, ça date pas d'aujourd'hui. Et on peut comprendre, c'est le raisonnement de David Jacobs, qu'à force d'hybridation, toujours avec des êtres humains, ils sont amenés à donner naissance à des êtres qui étaient hybrides, mais de plus en plus proches du corps physique humain. Et David Jacobs termine ce développement-là en disant que, mais il a des témoignages, tout ça, il s'appuie sur des témoignages de personnes qui viennent le consulter. Et il termine son développement en disant qu'il y a des êtres hybrides qui vivent sur Terre, qu'il appelle même des êtres hybrides, parce que ce sont des êtres qui sont complètement humains d'apparence, mais pas complètement humains, parce que ce sont des résultats d'hybridation avec des reptiliens à l'origine. Et voilà, et j'étais amené à montrer que les responsables du phénomène OVNI, je fais récapitulation de ce que j'ai dit, ce sont des reptiliens dont le but est de donner naissance à des êtres hybrides qui nous ressemblent complètement, à nous les êtres humains. Et je termine en disant, après une petite parenthèse, tout ce dont je parle là, j'ai bien conscience que ça ressemble complètement à la science-fiction, mais j'explique dans mon livre que la réalité dépasse la science-fiction. Donc tout ce dont je parle là, ça a l'apparence de la science-fiction, mais j'argumente pour expliquer que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il y a un très très grand nombre d'êtres hybrides qui viennent donc de ces reptiliens, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas la capacité de bienveillance, de respect, de bonté envers l'autre, de l'amitié, qui peuvent manifester ces qualités-là, mais uniquement par manipulation intellectuelle, quoi, mais qui ne veulent pas le bien des hommes. Et voilà, ça ne peut pas, maintenant on ne peut pas ne pas faire le lien avec les événements que nous vivons dans le monde depuis un peu plus de an maintenant. Voilà, j'espère que c'est trop vite, parce que j'ai dit beaucoup de choses, encore une fois, sans avoir le temps d'argumenter, mais j'argumente dans mes livres. Oui, bravo. Donc, c'est pas parce que vous nous révélez des punchs du livre qu'il faut se dire on va passer à côté. Comment on peut se procurer votre livre? Oui, c'est celui-là dont vous parlez là, présentement. Ça, c'est votre dernier là, actuellement.
tout ce que je viens d'expliquer en très très vite, c'est pour expliquer le titre, justement, la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Et ça donne une explication que je propose, en tout cas, tout le monde après n'est pas obligé de prendre au pied de la lettre, parce que ça déménage beaucoup, mais je propose une explication pour comprendre les dessous, les origines, les causes de ce que nous vivons dans le monde, au Canada comme en France, dans tous les pays actuellement. Alors, comment on peut se procurer ce livre? Bien, vous pouvez comprendre avec la rapide présentation que j'en ai faite que c'est un livre qui dérange, évidemment. Donc, il y a eu des forces d'opposition. Le livre est disponible depuis octobre 2020. Donc, avant la pandémie. Ah non, pendant la pandémie, c'est ça. Octobre 2020, c'est l'automne dernier. Non. Mais voilà, c'est bien. Je suis amené à expliquer que j'ai écrit ce livre, je l'ai terminé en octobre 2019. Donc, avant les tout débuts de l'épidémie, de la pandémie, de tous ces événements. J'ai écrit, j'ai terminé la rédaction en octobre 2019. Mais il a fallu que je trouve un éditeur, ça n'a pas été simple. Puis il y a eu les histoires de pandémie, que vous vous rappelez. Oui. Donc, ce qui fait qu'il a fallu attendre 1 an. Et il est disponible dans le commerce depuis octobre 2020. Mais, comme je vous disais, c'est un livre qui dérange, donc il n'est pas présent partout, malheureusement. Mais il est disponible en ligne quand même. Donc, il est disponible sur Amazon, par exemple. Donc, vous pouvez le procurer au Canada sur Amazon. Il est disponible sur la FNAC en France. Je ne sais pas s'il y a des FNAC aussi au Canada. Non. Mais voilà. Il est disponible en ligne, en tout cas sur Amazon, et en ligne à la FNAC en France. Et dans les librairies qui sont ouvertes à ça. Et puis, j'ajoute aussi, il est disponible aussi, évidemment, dans mon propre site internet, écoutelaterre.fr encore, mais j'ajoute que bon, je fais ce travail tout seul, même si je me suis constitué en association pour des raisons de fonctionnement. Mais c'est-à-dire que je propose ce livre-là pour les gens qui veulent s'adresser directement à l'auteur, mais je ne suis pas libraire, je ne suis pas commercial, donc je suis amené à répercuter les frais d'envoi pour les gens qui s'adressent à moi. Bon, et les gens comprennent bien. Mais voilà, mais je ne souhaite pas quand même que tout le monde, tous les Canadiens, par exemple, je vais dire ça en plaisantant, s'adressent à moi pour me commander ce livre, parce que ça me demanderait beaucoup de temps. Et encore une fois, je fais ce travail-là tout seul. Voilà, il est disponible sur Amazon, par exemple. Oui. Vous venez d'ouvrir un dossier gigantesque, mais vous avez fait référence à plusieurs reprises à des auteurs américains, entre autres. Et à ce moment-là, Daniel Aran, il faut que je vous demande la vraie question qui tue. C'est un peu comme Ardisson, là. Tout le monde en parle en France, puis nous, tout le monde en parle aussi, puis ils ont la même idée là, de la question qui tue. Personnellement, vous-même, avez-vous eu des expériences qui vous permettent de confirmer la théorie que vous avancez à partir d'une construction faite par des Américains? Est-ce que vous avez des points de référence personnellement confirmés, parce que vous êtes un scientifique, alors vous n'y allez pas par les oui-dire, même si vous n'êtes pas un avocat, vous savez qu'un oui-dire, ça n'a pas grand poids dans la balance. Et pour les scientifiques, ça prend des preuves. Ça prend là, vous avez dit, c'est étayé par le raisonnement d'un autre. Oui, je peux répondre. Vous dites la question qui tue, mais je n'ai pas peur de cette question. Je peux répondre très simplement, oui. Le phénomène OVNI, donc j'ai commencé à m'intéresser, bon, ça fait une dizaine d'années maintenant à peu près, mais quand je dis m'intéresser, c'est-à-dire de façon approfondie. Oui. Et au début, donc, c'était intellectuel. J'avais compris qu'il y avait des réalités dessous, mais je n'avais pas eu de contact direct personnel. Par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser réellement à ce phénomène-là,
et que j'ai commencé à écrire et à mettre sur mon site internet. Mais là, il se trouve que, je veux dire, le hasard a fait que, qu'est-ce que ça veut dire, le hasard, oui. Mais en l'espace de 3 mois, j'ai eu 3 observations d'OVNI qui sont pour moi irréfutables. Alors que je n'en cherchais pas à en voir avant, donc je n'avais jamais vu. Maintenant, je ne cherche pas à en voir non plus, parce que je n'ai pas besoin de ça. Donc, je n'en vois pas non plus. Puisque je ne cherche pas à en voir, je n'en vois pas. Mais à l'époque, donc c'était il y a 4-5 ans, je me posais la question. Et j'ai, à 3 reprises, quand j'étais en randonnée dans la montagne ou dans des parcs, par exemple, 3 reprises, j'étais amené à voir des objets qui étaient manifestement pas naturels. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas seul. Donc, je n'étais pas seul à les avoir vus, on les a vus en même temps. Et puis, pour la petite histoire aussi, ce qui m'intéresse, c'est que les 2 premières fois en particulier, j'étais avec un beau-frère, et puis la deuxième fois un autre beau-frère, qui ne sont pas du tout ouverts à ce phénomène-là, mais qui savent que moi, je suis ouvert à ce phénomène-là. Eh bien, moi, je ne disais rien, et c'est eux, dans les 2 fois, qui ont dit « Tiens, ça fait penser à un ovni ». Et pour moi, effectivement, c'était manifestement, ça ne pouvait pas être naturel. La première fois, je voyais, par exemple, un avion qu'on voyait parfaitement bien dans le ciel, au-dessus de nous, il faisait clair, il faisait beau, le ciel était bleu. Et puis, à une certaine distance de l'avion, vu les proportions de l'avion, je dirais à peu près à 150 mètres à gauche de l'avion, mais il y avait un point lumineux qui suivait l'avion parallèlement sur une grande distance. Ça ne pouvait pas être un avion, puisqu'on voyait parfaitement l'avion en question. Première observation. Deuxième observation, j'étais dans les Pyrénées, ici, puisqu'on habite au pied des Pyrénées, au sud de la France, une randonnée avec famille, notre beau-frère. À un moment donné, on voit une espèce de très gros avion qui débouche derrière la crête, une crête rocheuse, mais c'était un avion qui ne faisait pas de bruit. Alors qu'on le voyait très gros, donc comme s'il était très près, et il ne faisait pas de bruit. Et là aussi, c'est notre beau-frère qui me dit, ça fait penser à un ovni. Bon, pour dire vite, c'est-à-dire que j'ai eu 3 observations d'ovni comme ceci, oui. Et par rapport au phénomène d'abduction, bon, j'ai jamais été concerné directement, personnellement, mais dans les conférences que j'ai faites, j'étais amené à rencontrer au moins 2 fois des personnes qui ont compris, et qui ont compris en particulier à travers l'objet de ma conférence, qui ont compris qu'elles avaient été abductées et que l'une d'entre elles en particulier en a subi les conséquences très douloureuses pour elle, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a été même amenée à se faire opérer pour enlever ses organes génitaux, quoi. Elle avait été apparemment triturée et ça s'était mal passé pour elle, et elle a gardé les conséquences physiques qu'elle n'avait jamais compris et qu'elle a compris à partir de ce que j'ai pu lui partager. Voilà, ce que je peux dire sont des expériences qui pour moi sont significatives, mais maintenant je n'ai plus besoin de ça. Je sais à travers tout mon travail que ce travail-là est parfaitement réel, et je m'appuie sur les travaux, les observations d'autres auteurs, d'autres chercheurs, Ouais. donc quelques-uns que vous avez cités. Oui, ou David Jacob, dont vous avez parlé. Il y a aussi Voilà. John Mack. Vous reconnaissez le livre ici de John Bien Mack. sûr. Alors, Bien ça sûr. s'intitule Dossier extraterrestre, l'affaire des enlèvements. Alors, Oui. c'est Malheureusement, John Mack est décédé lors d'un voyage en Angleterre, frappé par un sans-papier qui est... Oui, étrange. Oui. Mais toujours est-il que si on revient à notre ami Jimmy Gueux, que je vous parlais au début, ben lui, il a publié Alerte rouge, et ça Oui. fait référence à des êtres qui ne sont pas tout à fait comme des êtres humains, où il les appelle les petits rats, où ils appellent, comme beaucoup en parlent, des petits gris. Et vous, Oui. vous parlez des reptiliens. Est-ce qu'il y a une relation? Pouvez-vous me faire la distinction d'où ils viennent ou à quoi ça rime? Ce qu'on appelle les petits gris ou les reptiliens, c'est autre chose. Oui. Bien, je vais répondre
par une image, si vous voulez, mais je vais expliquer un petit peu plus après. Vous me demandez s'il y a une relation entre les reptiliens et les petits gris. Je dirais que c'est la relation entre un père et un fils. Bon, Ah, je m'explique un peu, mais je m'appuie sur le travail de David Jacobs en particulier, qui lui a été amené à proposer toute une hiérarchie avec des niveaux d'hybridation différents. Et pour lui, les reptiliens et les insectaliens, autrement dit des êtres qui ont un corps humanoïde, mais une tête de forme reptile, ou bien une tête en forme d'insecte ou de menthe religieuse, par exemple, ouais. ça, pour lui, ce sont les êtres d'origine. Et puis, pour lui, les petits gris, enfin, ou d'abord les grands gris, sont les premiers hybrides avec les êtres humains. Puis, si on poursuit sur un niveau d'hybridation, il place les petits gris. Puis après, il place des hybrides qu'il appelle les hybrides de sécurité. Les hybrides, bon, il y a toute une hiérarchie pour arriver à ce qu'il appelle enfin les hybrides. C'est l'appellation qu'il a. Donc les hybrides, qui sont des hybrides parfaitement identiques physiquement à nous, les êtres humains de la Terre. Voilà, donc là je me suis appuyé sur le travail de David Jacobs, qui pour moi est parfaitement cohérent, parfaitement en accord avec tout ce que disent d'autres auteurs, comme Michael Salla, par exemple, William Tompkins, etc., les auteurs américains. Pour moi, le livre que j'ai écrit ici, la plus grande tromperie de l'histoire humaine, je le dis en tête, première page, pour moi c'est une synthèse, ça veut être une synthèse entre un grand nombre de livres majeurs, avec les noms qu'on vient de citer maintenant, donc une synthèse de ces livres-là, des livres trop peu connus, et moi j'y ajoute en plus donc, des connaissances ésotériques, et je propose cette synthèse qui m'a fait aboutir à ce qui est la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Tadam. Voilà. Vous êtes à écrire un nouveau livre. Vous avez le temps, vous êtes en retraite et vous êtes confiné. Êtes-vous confiné en France présentement? Officiellement, non, on n'est pas confiné, mais il y a un couvre-feu le soir à partir de 18h, donc ça a des allures de confinement, si on peut dire, oui. Donc les limitations sont, les déplacements sont limités, je veux dire. Bon, pour moi personnellement, je n'en souffre pas trop quand même, parce que j'habite à la campagne, et mon travail, sur lequel je mets la priorité, mon travail, je le fais à travers des lectures de livres et à travers avec l'ordinateur. Oh oui, voilà. Oui, c'est ça. Alors, votre prochain livre, ça va traiter de quoi? Parce que là, vous êtes rendu pas mal au bout là, avec ce livre-là. Là. Oui, je suis rendu au bout, comme vous dites. J'ai révélé, on peut dire comme ça. Enfin, révélé, le mot n'est pas juste. J'ai été amené plutôt à faire des révélations, mais je ne suis pas le premier à faire ces révélations. Michael Salla, dans les livres que vous avez montrés déjà tout à l'heure, oui. On a dit sur les témoignages de William Tompkins, qui est très important, sur les témoignages de Corey Goode et d'autres comme ceci. Bien, ils ont fait déjà ces révélations avant moi. Moi, j'étais amené à intégrer ces connaissances-là dans un ensemble qui est un peu différent, puisque j'arrive à des conclusions différentes maintenant. Enfin, plutôt, j'arrive à des conclusions qui m'amènent plus loin. Je préfère le dire comme ceci. Quand j'expliquais tout à l'heure, le mot expliquer n'est pas juste, mais quand je disais tout à l'heure que dans mon livre, j'ai expliqué que les ravisseurs d'êtres humains sont des êtres qui habitent la Lune, là, je vais plus loin que ces autres auteurs, mais encore une fois, en faisant la synthèse de tous les livres que j'ai cités. Alors, et pour répondre à votre question, maintenant, le livre sur lequel je suis actuellement, bon, c'est un livre qui va être très difficile, ou très, très long en tout cas, à finaliser, parce que il y a de moins en moins de connaissances sur lesquelles je peux m'appuyer, mais c'est encore une fois la suite de mon dernier livre quand même. C'est-à-dire dans le livre actuel, qui est encore derrière vous à l'affiche sur l'écran, oui.
Il y a une question qui se pose. Alors, je vais poser la question rapidement. Sur la base des connaissances rapportées par, encore une fois, Michael Salla et sur la base des connaissances Corrigo de William Tompkins, bien dans les années 50, 60, 70, quand les Américains développaient leur programme pour aller sur la Lune, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des influences sur les ingénieurs américains, les ingénieurs qui étaient les concepteurs des vaisseaux spatiaux, en même temps que les concepteurs de ces fusées, de ces capsules Apollo, etc. Il y avait des influences non humaines. Bon, c'est pratiquement, enfin, c'est même explicitement écrit dans les livres de Michael Salla, les influences non humaines, mais qui n'ont pas été comprises, dont on ne connaissait pas vraiment l'origine. C'est pour ça que quand on dit influence non humaine, mais on traduit toujours par influence extraterrestre. Mais il y avait deux types d'influences extraterrestres, mais on les appelle, dans les livres Michael Salla, on les appelle les uns les reptiliens, les autres les nordiques, les êtres nordiques. Mais les reptiliens, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon livre La plus grande tromperie de l'histoire humaine. J'ai proposé l'idée que ce ne sont pas des vrais extraterrestres, que ce sont des habitants de la Lune, qui ont une origine commune avec nous, les êtres humains, voilà, mais qui se font passer pour des êtres extraterrestres, mais en réalité ils sont présents sur la Terre et depuis longtemps. Et il y a l'autre catégorie, les êtres nordiques, c'est comme ça qu'on les appelle en ufologie, qui eux soutiennent les Américains, qui eux aident les êtres humains, mais eux aussi, on les considère comme des êtres extraterrestres parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Voilà, ce sont ces livres-là d'abord, quoi, oui. Bien, donc la question est toujours sans réponse aujourd'hui. Qui sont vraiment ces nordiques? Encore une fois, on dit qu'ils sont des extraterrestres, mais ça ne va pas plus loin. Eh bien, je me propose justement, dans mon prochain livre, sur lequel je suis actuellement, alors là, ça va être un scoop, ce que je vais vous dire là, je l'ai dit à personne encore jusqu'à maintenant, et tout le travail reste à faire encore pour moi. Hein. Mais je me propose à développer l'idée, avec prudence, que ces soi-disant extraterrestres qu'on appelle les nordiques ne sont pas non plus des extraterrestres au sens habituel du mot, mais que ce sont des êtres, eux aussi liés à l'humanité, à notre humanité, et ça nous amènera, c'est là que je suis en train de creuser, si on peut dire, ça nous amène sur le thème de la Terre creuse. Donc, vous avez entendu, la Terre creuse. Oui. Je voulais vous le faire redire parce que Richard Glenn, quand il a commencé ses émissions en 1976, Ésotérisme expérimental, je me suis fait vraiment connaître par le terme des intraterrestres. Oui. Au lieu de parler des extraterrestres. Et je leur disais, quand un vaisseau extraterrestre ou soucoupe volante arrive très très rapidement au-dessus du plateau d'Albion en France, au-dessus des bases de fusées intercontinentales à ogive nucléaire, dès qu'ils ouvraient le silo, immédiatement un ovni arrivait. J'ai dit, ils partent pas du confin de l'univers pour arriver à la vitesse de l'éclair. Ça se fait très rapidement parce qu'ils sont les habitants réels de la planète. Et un habitant, quand il vit dans une maison, il vit dans la maison, il ne vit pas sur le toit de sa maison. Et là, nous, on vit, nous, les êtres humains, sur le toit de la planète. Et les autres savent très bien qu'il faut être à l'intérieur pour être protégé, pour être, comme on dirait, dans l'intérieur de cette planète Terre. C'était mon dada, Richard Glenn et les intraterrestres. Et là, je rencontre Daniel Haran, docteur en physique. Après des années de travail en physique avec un raisonnement, une tête intelligente et scientifique, sort de là, commence à diffuser des livres. Il est rendu à 8 livres, son prochain, le 9e, qui va nous arriver avec les intraterrestres, des êtres qui ressemblent vraiment aux humains et qui sont installés dans cette terre creuse.
que Jules Verne a parlé, car Jules Verne, dans tous ses livres avec le voyage vers la Lune, 80 jours autour de la Terre, les 20 milieux sous les mers, mais il avait aussi fait le voyage au centre de la Terre. Et là, on va faire des découvertes. Et dans la tradition orientale très ancienne, on parle de Shambhala et des tunnels de Agartha. Alors, Daniel, vous avez encore un beau chemin devant vous pour pondre un nouveau livre dans, je sais pas, vous avez le temps. Mais il faut dire que la doctrine secrète, Elena Petrovna Blavatsky, je vais-tu le dire, Rudolf Steiner et plein d'autres en ésotérisme connaissent très bien ces traditions très anciennes. Et pour mon expérience personnelle, je sais que des êtres viennent de l'intérieur de la Terre. Il y a des enlèvements, mais qui sont jamais négatifs, qui permettent à des gens... John Mack n'a jamais dit que les enlèvements dont il parlait dans son livre étaient négatifs et qui créaient un malaise profond. Non. Les gens ont eu des expériences très positives aussi avec des enlèvements. Car ce n'est pas des Sélènes, parce qu'il faut les appeler les Sélénites, ceux qui viennent de la Lune. Georges Méliès, dans un de ses premiers films de fiction, il faisait partir des hommes de la Terre vers la Lune avec un canon, puis vous avez vu l'air de la Lune, elle ne l'a pas aimé de l'avoir en plein dans l'œil de Dieu qui nous regarde, parce que c'est une façon de montrer que la Lune était un point d'observation de la Terre qui permet à eux, comme l'étoile noire dans la guerre des étoiles, qui est installée à l'orée de la planète Terre pour surveiller l'humanité, car elle présente toujours la même face à la Terre. Elle tourne autour de la Terre à la même vitesse qu'elle tourne sur elle-même, pour toujours être en position d'observation permanente, et derrière la Lune, tout peut se passer là, personne ne voit rien. Et ceux qui sont allés se mettre le nez là, se sont fait retourner un coup de pied dans le derrière en disant « Restez chez vous, on ne veut plus vous voir ici ». Oui. Bon, je viens de résumer un peu, mais vous avez tout un dossier à fouiller. On va se retrouver lorsque votre prochain livre va sortir, car j'en sais tout un dossier sur ce domaine de la Terre creuse. J'ai même préparé, sans savoir qu'on était pour aborder le sujet, je m'excuse de vous tourner le dos, mais cette carte, qui n'est pas une carte du ciel, avec Zeta 1, Zeta 2, de la constellation du Réticule, pas du ridicule, mais Réticule, c'est plutôt les endroits à l'intérieur de la Terre qui sont en connexion les uns avec les autres, dont des passages plus fréquents que d'autres, qu'on a appelé la carte de Marjorie Fish, qui s'est occupée d'analyser la carte que Betty Hill avait vue dans une soucoupe volante lors de son enlèvement par des êtres qui portaient une casquette sur la tête et puis qui avaient l'air d'être plutôt organisés avec le monde militaire américain à ce moment-là. On était au début des années 60. On sait très bien ce qui s'est passé en 1952 au Carrousel de Washington. On sait très bien ce qui s'est passé dans Iron Mountain sous John F. Kennedy. À la même époque, le pape Jean XXIII qui avait été mis en contact dans son jardin de Castel Gandolfo par des êtres qui sont arrivés pour rencontrer Jean XXIII au moment où il y avait le Vatican II, la grande rencontre de toutes les religions de la planète Terre. Il y a ces deux énergies qui jouent, une anti-humaine, une autre pro-humaine. Et l'anti-humaine ne respecte pas l'humain. Alors que l'autre, qu'on appelle les grands blonds, que vous appelez les nordiques, sont respectueux non seulement de la nature humaine, de la vie de manière globale, mais de la psychologie et le développement de l'humanité. Ils ne veulent pas s'imposer. Ils ne veulent pas nous imposer leur présence, parce que le jour où on va avoir un contact avec, de manière très officielle, que ce soit les Sélènes, là, les petits gris ou les reptiliens, ou très officiel avec ces grands blonds, ces nordiques, quand ça va être très officiel, ben, la civilisation humaine vient de disparaître en tant qu'entité propre. On va devenir à la merci de ces êtres-là qui sont tellement plus évolués. J'allais vous poser une question, Daniel, puisqu'on ne parlera pas... Je voulais faire une petite parenthèse. Oui, allez-y, oui. Montrez-le bien, bougez-le pas trop, là. Il faut qu'on voit bien. Ah oui, ce livre sur les bases militaires. Celui-là, Geneviève le montre déjà, là. Voilà. À ce sujet, donc, vous disiez tout à l'heure que toutes les bases américaines ou les silos d'ogives nucléaires, etc., étaient visités par des ovnis.
Mais je voulais dire que ça fait l'objet de mon livre, celui-ci justement. J'ai fait un travail aussi. Le livre s'appelle Les ovnis et le nucléaire. Le sous-titre, c'est Le choc d'une réalité ignorée. Et je voulais dire qu'au-delà de ce qu'on vient de dire, les visites continuelles du côté des silos d'engins nucléaires, mais au-delà de ça, même à Tchernobyl, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, je crois, et qui prend une place importante dans mon livre. Tchernobyl, vous vous rappelez, 1986, la catastrophe nucléaire à l'URSS à l'époque, c'était encore l'URSS. Eh bien, il y a un certain nombre de témoignages, mais tout ça n'est pas suffisamment connu. J'ai rassemblé tout ça dans mon livre pour montrer que les ovnis sont intervenus de façon manifestement explicite pour faire en sorte de limiter la gravité de la catastrophe nucléaire. Et que s'ils n'étaient pas intervenus, et là je parle en tant que scientifique, je ne suis pas spécialiste du nucléaire, mais j'ai quand même quelques bases de connaissances que j'ai enseignées aussi, je me permets de dire que tous les ingrédients étaient réunis, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait une explosion nucléaire qu'il n'y a jamais eu, puisqu'il n'y a jamais eu de champignons atomiques à Tchernobyl. Ce n'est pas une explosion nucléaire au sens plein du terme. Il y a eu une catastrophe nucléaire, mais non pas une explosion nucléaire. Et pour moi, c'est grâce à l'intervention des ovnis, et c'est ce que je mettrai dans mon prochain livre, justement, en tant que proposition de compréhension, en tout cas, que nous avons été protégés, nous, les êtres humains, avons été protégés, parce que ça aurait été une catastrophe presque planétaire à ce moment-là. On a été protégés par des ovnis, et j'ai de grosses tendances à penser que ces ovnis, ce sont des êtres qui nous protègent, justement, qui nous aident, et que je mettrai en lien avec les intraterrestres. Merci. Bon, ça sera dans le prochain livre. Ouais. Merci beaucoup, Daniel Aran. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir, parce que ça fait des années, 45 ans, où j'ai essayé de préparer le public à quelque chose d'important qui va arriver bientôt. Là, maintenant, on le sait. J'ai toujours parlé d'une certaine date que je révélerai, que je ne veux pas revenir sur ce sujet-là. Mais c'est tellement important, le phénomène extraterrestre ou Célène qui vient de la Lune ou extraterrestre ou intraterrestre, c'est majeur. Et dans l'intérêt scientifique, puis eux, ils font la gorge chaude en disant « Wow, attendez, puis oui, les mêmes qui étaient sûrs que la Terre était plate à une époque, après ça, on était au centre de l'univers, puis après ça, là, on commence à découvrir des choses avec la physique quantique. Je parle à quelqu'un qui a un doctorat en physique, je sais pas, mais ça doit vous allumer des sons de cloche, la physique quantique ou quantique, là. Et oui. La semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour vous mettre au parfum de l'invité que j'ai la semaine prochaine, il a publié un livre en 1991 qui est toujours en demande par la population, alors que personne n'en fait la promotion. C'est assez incroyable, hein? Là, vous voyez la page couverture. C'est un spécialiste de l'ésotérisme, grand initié en ésotérisme français, et son livre est en rapport avec la radioactivité. Et notre ami qu'on a aujourd'hui comme invité, Daniel Aran, nous a amené sur le pas de la radioactivité avec Tchernobyl, avec des risques d'explosion nucléaire et de guerre nucléaire qui seraient probablement arrêtés par ces êtres. Parce que c'est leur maison, c'est leur lieu d'habitation. Ils ont interdit la poursuite des essais thermonucléaires dans l'écorce terrestre. On est en train de fracturer leur toit, le toit de leur bâtisse, de leur maison, de leur lieu de vie. Il y a eu des grands personnages comme Jensen, Olaf Jensen, vous savez, son histoire, qui est un marin. Oui. Ben oui, si vous vous intéressez à la Terre creuse, vous êtes rendu là, hein? Alors, hein, oui. Vous êtes à gratter. Moi, je trouve ça génial qu'un scientifique, à la fin de sa carrière scientifique professionnelle, son travail de tous les jours, prenne le temps de sa retraite pour prendre du recul, pour commencer avec son cerveau scientifique à analyser ce qui a été rejeté par la science.
Hein? La science ne veut pas rien savoir, ne veut pas en parler, évite les sujets. Il ne faut pas oublier, d'autant plus que les petits gris ou les reptiliens ont fait parler d'eux à travers l'histoire de l'ufologie. Regardez, là, je vous montre un livre amusant, mais c'est en rapport avec le MIB, les Men in Black. Pendant longtemps, Oui. ceux qui avaient des preuves à apporter étaient menacés. Des hommes en noir qu'on appelle en français, Men in Black, les hommes en noir. Alors, Oui. ça aussi, ça fait partie des dossiers cachés, secrets de l'ufologie. Déjà, c'est secret, encore secret, plus secret que secret. Alors, on n'a pas fini de se rencontrer à toutes les semaines comme ça. Vous êtes invités aux vidéos Randia du samedi soir d'abord et c'est rediffusé après éternellement sur YouTube tant qu'ils vont nous endurer. Je pense pas qu'on a fait aujourd'hui outrage à la société, aux croyances. On n'est pas une secte. Daniel Harand n'a rien d'autre à vendre que des livres parce que tout le monde s'intéresse et ceux qui sont scientifiques vont être plus intéressés encore à aller lire des livres d'un scientifique. Ça vient de leur monde. Et son approche est structurée, rationnelle, organisée. C'est pas du farfelu avec n'importe qui donne des impressions de n'importe quoi. Tout est basé, étayé par des dossiers, par des expériences amenées de manière crédible, pour que tout le monde se dise ça approche. Pensez-vous que c'est pour bientôt la révélation de tout ça d'une manière officielle? Non. Non? Non, moi je ne pense pas. La révélation de façon officielle, dans la société qui est celle qu'elle est aujourd'hui, ça ne viendra pas du côté officiel. Ça ne viendra que à partir de chercheurs, parmi lesquels j'espère me situer, de chercheurs indépendants de la recherche officielle. Il y en a de plus en plus, mais ils sont marginalisés actuellement, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ce n'est que par ce côté-là, il me semble, que la révélation viendra, mais non pas du côté officiel. Non, parce que c'est simple. Si vous revenez à mon livre, encore une fois, excusez-moi, La plus grande tromperie de l'histoire humaine, Oui. mais vous comprendrez à ce moment-là que l'humanité aujourd'hui, les gouvernements aujourd'hui, sont dirigés par ces êtres-là qui ne nous veulent pas du bien, qui veulent garder la réalité cachée, qui veulent garder tout ça secret. Voilà, c'est ça. Ben, Daniel Non. Harand, je vous invite encore à une rencontre qu'on va enregistrer le temps de faire une pause, de se délier les jambes si vous voulez. Mais si vous êtes disponible, j'ai un site privé sur Internet qui ne peut pas être dérangé et dans lequel on avance et on va encore plus loin. Là, vous venez de vraiment préparer le terrain pour que je vous pose des questions sur la situation actuelle du monde et de quelle façon nos dirigeants, et d'un commun accord à travers la planète, très très rapidement, les mêmes nouvelles sont diffusées, la même désinformation est organisée. Je ne veux pas en dire trop, on va se faire censurer. Alors, on va garder ça pour tantôt. Êtes-vous d'accord? On refait un enregistrement tantôt pour aller à fond dans cet aspect des choses. Avec plaisir, oui. Merci. Alors, encore une fois, ben, au nom de tout le monde, on vous remercie d'avoir ouvert tous les dossiers de l'ufologie des crop circles à la Terre creuse, à la Lémurie, à l'Atlantide, mais à la Lémurie surtout. C'est extraordinaire. J'ai rarement eu un invité qui a osé aborder tous ces aspects-là en même temps, puis en plus avec une formation scientifique. Alors, on est servi. Très belle rencontre. Merci beaucoup, Daniel Harand, et au grand plaisir de vous retrouver dans quelques instants dans ce qu'on appelle ici le Club Créé. Et pour la semaine prochaine, vous êtes prévenus, mesdames, messieurs, ça continue à aller dans le même sens avec un autre invité d'Europe via Skype ou via Zoom, je pense. Alors, on ne se lâche pas. Alors, Geneviève, comme à l'habitude, elle se prépare pour nous lancer le générique. À bientôt. À bientôt.
Et oui, c'était directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Dans ce petit boisé, il y aura bientôt la saison des sucres. Nous étions au Vidéorandia du samedi 13 février 2021 pour le numéro 7. Deux objets qui ressemblent vraiment à des soucoupes volantes. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Daniel Arand, docteur S. Sciences physiques. Pourquoi cette tromperie? Il y a dans le club créé des propos qui vont encore plus loin. Pour un scientifique, M. Arand est allé pas mal à la limite. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orantia. Supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et le nouveau site du club créé a été créé et maintenu par M. François Deschamps, webmaître. Parlant du nouveau site du club créé, voici, dans le mois de janvier 2021, 2 entretiens avec Jimmy qui nous expose le plan de la pandémie et un entretien téléphonique avec Martin Desbois, entre autres. Et pour février, 2 entretiens avec Jean Deflore. Dans le deuxième, il nous expose une interprétation tout à fait originale concernant 2023. Et Daniel Arand pour une suite très ésotérique. Prenez bien note des 2 adresses ici mentionnées, on ne sait jamais. Et voici notre suggestion. 1 pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Merci et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.